Madame le Premier ministre, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. L'actualité dominante de l'heure, ça tourne autour de la libération de Karim Wade. Peut-on dire qu'avec cette libération, que la traque des biens mal acquis, c'est fini, c'est devenu une histoire ancienne? Mais non, ce n'est pas devenu de l'histoire ancienne. Pour revenir sur cette affaire, il faut quand même rappeler que sur le continent, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même la première fois qu'une personnalité de ce niveau-là se retrouve à devoir rendre compte. Hein, vous vous rappelez bien que M. Karim Wade était quand même un ministre très important sous l'Ancien Régime, pour ne pas dire le ministre le plus important. Vous l'aviez vous-même surnommé le ministre de la Terre, du ciel et de la terre. Ce n'était pas pour rien. Et il a quand même dû répondre de sa gestion à travers un procès que je considère comme juste et équitable. Et il a été condamné. Il a purgé plus de la moitié de sa peine dans les conditions de nos prisons. Et le président lui a accordé la grâce conformément au pouvoir que lui accorde la Constitution. Donc je crois qu'un long chemin a été quand même accompli. Il doit se poursuivre, c'est sûr. Parce que la corruption, on vivra toujours avec. Hein. Des pays de grande démocratie, tous les jours, luttent contre la corruption. Ça fait partie de notre nature d'humain. Voilà. Et je crois que le dernier secrétariat exécutif national de l'APR, qui est l'instance la plus élevée de notre parti, dans une séance présidée par le président de la République lui-même, le président du parti, je devrais dire, a réaffirmé la volonté voilà, de poursuivre voilà, la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Bon, il y a eu beaucoup de sensationnel autour de ces questions-là, parce que c'est peut-être la première fois, justement, qu'on s'engage aussi résolument dans cette voie. Et je pense que le président l'a dit de manière très claire, voilà, la bonne gouvernance se trouve au cœur de son... Voilà, la bonne gouvernance, comme vous l'avez dit, le président l'a réitéré, a réitéré son engagement pour poursuivre la bonne gouvernance. Mais si on voit que Karim Wade faisait partie d'une liste de 25 personnes et qu'il a été le seul qui a été jugé et condamné, et aujourd'hui on assiste à sa grâce, est-ce qu'on peut dire que les autres aussi peuvent suivre le même chemin que Karim Wade, ou bien voilà, on va comme... C'est pour cela que les gens d'ailleurs pensent que voilà... on ne va plus faire appel à ces gens-là pour les juger et les condamner éventuellement. Mais vous savez, la grâce, chaque année, on en accorde des milliers. Le président de la République accorde à peu près des milliers de grâces par an. Donc il ne faut pas penser que c'est une situation d'exception, parce qu'on a entendu les gens parler de justice à deux vitesses. Non, chaque année, vous avez voilà, des détenus qui appartiennent à toutes les couches de la société, qui bénéficient d'une grâce. Ça aussi, c'est la réalité des choses. Il faut rappeler les chiffres. Donc, ce n'est pas exceptionnel comme procédure et comme décision. Maintenant, pour le reste, la justice doit continuer à faire son travail. Et de toute façon, c'est une dynamique... Pour avoir les 25 autres quand même qui sont poursuivis? Oui, je ne suis pas ministre de la Justice. Mais... Vous avez été ministre de la Justice, ou vous avez été vraiment la maîtresse d'œuvre même de cette poursuite-là? Oui, mais j'étais ministre de la Justice et je faisais mon travail. J'aurais été ministre de la Culture ou ministre des Sports ou ministre des Infrastructures, j'aurais fait mon travail avec autant de dévouement. Voilà, ce n'est pas une question personnelle, c'est pas une question... c'est plutôt une question d'orientation. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial du président de la République, ou bien envoyé spécial. Est-ce que vous lui suggérez un peu de penser à poursuivre la traque, de penser à suivre justement la logique que vous aviez établie depuis que vous étiez ministre de la Justice? Le président l'a réaffirmé lui-même plusieurs fois. Parce que la bonne gouvernance, c'est une condition sine qua non pour le développement, pour l'émergence. Ce n'est pas pour rien que c'est le troisième pilier du plan Sénégal émergent. Si vous vous souvenez bien, c'est la bonne gouvernance, c'est la sécurité et c'est voilà, la bonne politique extérieure. Ça, c'est une évidence, c'est une lapalissade même, je dirais. Madame Touré, vous êtes envoyé spécial du président de la République, ancien ministre de la Justice, ancien Premier ministre. Comment est-ce que vous avez appris la libération de Karim Wade? Pas comme tout le commun des Sénégalais pendant la revue de presse le lendemain matin. Mais je l'ai appris quand tout le monde l'a appris. J'ai appris sa libération. Voilà. Je crois que vous-même étiez au courant assez rapidement. Hein. Voilà. Donc certainement,
en même temps ou un peu avant, ou ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que voilà, on a pris l'information, on en a pris acte, sans beaucoup de commentaires. Parce que bon, voilà, il était dans les liens de la détention pour des faits avérés. Ça, c'est important aussi de le dire. Mais la justice, encore une fois, voilà, elle est aussi humaine. C'est pour ça qu'on a aménagé le droit de grâce. Il faut regarder l'historique du droit de grâce. Voilà, ce n'est pas parce qu'on gouverne également qu'on n'a pas d'humanisme et qu'on n'en tient pas compte. Nous sommes aussi des La humains. gouvernance n'est pas toujours le bâton, quoi, en fait. Non, pas du tout. C'est d'abord la prévention. La gouvernance, c'est déjà... Parce que bon, une fois que l'argent est parti, c'est difficile de le recouvrer. Donc mieux vaut prévenir. Et pour prévenir, il faut se rappeler et rappeler à l'attention de nos concitoyens que des mesures fortes ont été prises, inédites en Afrique. Si on parle du code de transparence. Moi, je vous invite à aller le visiter. Il porte des dispositions très importantes en matière de lutte contre la corruption. Si vous regardez également l'OFNAC, c'est quand même une révolution silencieuse. En mettant en œuvre ces deux mécanismes-là, je crois qu'on peut préserver nos ressources, surtout pour l'avenir. Parce qu'on parle de découverte de pétrole et de gaz. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pays qui se sont retrouvés dans l'instabilité chronique parce qu'il n'y avait pas une bonne gestion de ces ressources-là. Donc en mettant en place ce dispositif institutionnel, je crois qu'on fait de la prévention pour l'avenir, mais aussi pour le présent. Puisque régulièrement, il y a également la Cour des comptes qui a obtenu plus de pouvoir avec les réformes récentes, la publication de son rapport. Ce n'est pas une publication voilà, qui demande l'autorisation du président. Tout ça, c'est également pour éveiller la conscience citoyenne. Et tout ça, il faut accepter que ce sont des progrès très, très importants. Maintenant, il faut continuer, il faut les poursuivre, il faut les approfondir. Nous l'avons souligné tout à l'heure, Madame Touré, ministre de la Justice, vous avez été la maîtresse d'œuvre justement de la traque. Le commun des Sénégalais vous voit comme une femme forte, une femme de poigne, une femme, pour ne pas dire belliqueuse, vraiment. Est-ce que c'est cette image qui correspond justement à la réalité de Madame Touré, tout un sourire que nous voyons, que nous avons en notre présence actuellement? Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je crois à la détermination. Quand on vous confie une tâche, j'aurais été ministre de l'Artisanat, j'aurais appliqué la même détermination au travail qu'on m'a confié, au ministre de l'Éducation nationale. Il s'est trouvé que j'étais le ministre de la Justice et j'y ai appliqué voilà, la détermination qu'il fallait et la volonté qu'il fallait. Ça n'a rien à voir avec la nature des individus parce que c'est justement cette confusion de genre qu'il faut éviter. Les institutions, elles sont désincarnées. Les individus viennent, font leur travail le mieux possible, on le souhaite, et s'en vont. C'est pour ça que je rappelais le dispositif institutionnel. Parce que lui, il restera pour l'éternité, pour nos enfants et nos petits-enfants. Maintenant, chacun vient avec sa personnalité. Mais non, j'ai rien de belliqueuse. Bon, j'ai une détermination, c'est sûr. Vous percevez cette image que les Sénégalais ont de vous? Ben, c'est vous qui le dites. Hein. Maintenant, il faudra qu'on applique des sondages pour voir, mais je suis tout à fait normal. J'ai des relations très, très cordiales avec tout le monde. Mais le travail, quand on y arrive, il faut lui appliquer le sérieux qu'il faut. Si vous aviez à vous définir, quel Mimi allez-vous le définir au-delà comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la désincarnation, des institutions qu'il faut vraiment consolider, qu'il faut bien faire son travail, etc., etc. La Mimi, dans la maison, à la famille, elle est comment? Je suis très relax et j'aime beaucoup plaisanter, je suis un peu pince sans rire. Je crois que je suis une personne affable. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner quelques petits détails, quelques anecdotes qui prouvent qu'effectivement la Mimi est trop taquée? Mais c'est difficile de parler de soi-même, vous le savez bien. Donc il faudra certainement interroger mes amis, mais je tiens beaucoup à l'amitié, par exemple. Ça, c'est je pense que c'est une de mes caractéristiques. Je n'ai pas beaucoup de nouveaux amis, j'ai que des amis qui datent de très longtemps. Mimi est sentimentale, à la limite hindoue? Non, pas nécessairement. Mais, nous avons tous nos sentiments, bien sûr. Je tiens beaucoup à mes enfants,
à mon époux, à mes frères et sœurs, à mes cousins, à mes amis, je suis un peu sicilienne au sens du terme, pour ne pas dire je suis Saloum Saloum d'ailleurs plutôt. C'est ce qu'on a peut-être en commun avec les Siciliens. On est très, très communautaire, très voilà. Et puis bon, on arrive à un âge où on est aussi la mère de famille qui est ouverte à ses militants, voilà. Vous dites aussi que vous êtes proche, très proche même de votre maman. Que lorsque vous étiez Premier ministre, que même à la limite, si vous descendiez à minuit, vous n'hésitez pas à aller voir, dire bonsoir à votre mère. C'est normal. Je crois que tout le monde est proche de sa maman. Je ne connais pas de Sénégalais qui ne soit pas proche de sa maman. Avec une particularité quand même qui dit son nom, je ne dirais pas qu'il ne dit pas son nom. Oui, mais moi je cultive effectivement les relations humaines. Je crois que c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est les relations qu'on entretient les uns avec les autres. C'est important. Maintenant, quand il y a des moments également de compétition, bon, j'ai été aussi sportive. Je pense que je suis une bonne compétiteuse. Mais après, on revient à la normale. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais bien voir au niveau de la vie politique, qu'on soit des compétiteurs, mais fair play, courtois, ça n'ôterait en rien notre engagement et nos convictions. Voilà. Parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Vous avez toujours une fille qui se trouve aux États-Unis. On parle d'elle parce qu'on a souvent, en tout cas, elle a souvent eu à jouer un peu l'arbitre entre vous et votre ex-époux, M. Oumar Sarr du PDS. Parlez-nous un peu d'elle, s'il vous plaît. Elle vit à Toronto et maintenant c'est une dame mariée et elle mène sa vie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Vous avez les nouvelles de son père, souvent oui, vous savez, il faut toujours cultiver la courtoisie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est la vie privée. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Revenons-en un peu à la politique. Pourquoi vous avez préféré quand même migrer de Grand Yoff jusqu'à Kaolack? Qu'est-ce qui explique ce choix-là? Oui, d'abord, c'est vous qui parlez de migration, mais on peut militer à plusieurs endroits. D'abord, je passe toute la semaine à Dakar. Oui. Et j'ai de solides amitiés, j'ai beaucoup d'homonymes, etc. Kaolack, c'est mes origines. J'y ai commencé l'école, j'y ai fait le lycée, j'ai commencé le lycée. Mon père, ma mère, ils sont nés, mon arrière-grand-père a fondé la ville, donc c'est aussi mes racines. Voilà, je ne vois pas d'incompatibilité. Et pour régler la question, peut-être que je vais faire un jumelage entre les deux. Grand Yoff et Kaolack. Est-ce que certains disent, certaines mauvaises langues, je dirais, disent que oui, c'est parce que vous n'avez pas pu percer effectivement à Grand Yoff que voilà, vous avez préféré aller à Kaolack, c'est beaucoup plus facile. Oh, c'est que là-bas, quand même, quoi qu'on dise, à Grand Yoff, il y a Khalifa Sall qui est là-bas, ce qui n'est pas un petit calibre. Oui, mais à Kaolack, il y a aussi d'anciens premiers ministres. Hein. C'est pas aussi simple. Qui n'a jamais gagné. Ce n'est jamais simple, jamais nulle part. Parce que, voilà. Et puis sur Grand Yoff, je crois que le référendum a quand même révélé une certaine tendance. On ne va pas revenir là-dessus parce que on est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais bon, il y a eu des évolutions quand même, on va dire ça comme ça. Hein. Non, il n'y a aucune incompatibilité possible entre les deux. D'ailleurs, la plupart des habitants de Grand Yoff sont originaires d'ailleurs. De Kaolack. Non, de Casamance surtout. Voilà. Alors, s'ils votent à Grand Yoff ou en Casamance, c'est pas cela le plus important, mais voilà. On élargit les bases de sympathie et aussi on se fait plaisir, on fait ce qu'on a envie de faire aussi. Parce que la politique, c'est aussi la liberté. Hein. On ne va pas insister sur Grand Yoff, on ne va pas insister aussi sur Khalifa Sall, mais il y a la question de l'heure qui est là, latente. Khalifa Sall qui ambitionnerait de succéder peut-être à Macky Sall en 2019. Le PS étant toujours dans la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ne fait pas un peu trop de dichotomie, de contradiction au sein d'une même coalition Benno Bokk Yakaar? Oui, mais ça, c'est les affaires internes de notre parti. Voilà, je vais éviter quand même de faire les commentaires. Mais une coalition, elle est dynamique. Elle vit, elle a ses propres sensibilités. Mais le PS officiel, dirigé par son secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, a un compagnonnage loyal avec le président Macky Sall. Les ministres du PS sont dans le gouvernement, travaillent ensemble. Au niveau de l'Assemblée nationale également, il y a cette solidarité-là. Donc,
voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire, hein, en attendant de voir autre chose. Mais je pense que je suis optimiste pour que jusqu'à présent, le compagnonnage entre nos deux partis se passe bien. Maintenant, les contradictions internes à un parti, j'éviterai d'apporter des commentaires. Un compagnonnage qui ne se passe plus bien, c'est celui entre l'APR et le Rewmi. Ce week-end, vous étiez à Thiès. D'après les titres du journal, c'était pour donner une leçon à Idrissa Seck. Est-ce que vous comprenez les attaques du leader de Rewmi envers le secrétaire général de votre parti? C'est son choix de style. Il a choisi ce style-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le style le plus voilà, en phase avec l'état de l'opinion, etc. Mais c'est son choix personnel. Je pense que la politique sous cette forme-là est démodée. Ça, il y a peut-être 15 ans, ça pouvait avoir un impact, mais maintenant, les citoyens sont beaucoup plus ouverts, informés, lettrés. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école ont accès à l'information et souhaitent plutôt voir les politiciens débattre des problèmes du pays dans un style qui les met à l'aise, parce que nous sommes quand même nous avons une culture très conviviale, quoi qu'on dise. Et je crois que les deux sont possibles. Hein. On peut être en divergence, on peut être en opposition, tout en restant élégant dans les propos. C'est important à mon avis, mais bon, c'est son choix, donc je ne fais pas de commentaires non plus. On verra si son choix marche ou pas à l'arrivée. Les deals qu'il évoque, par exemple, surtout avec la libération de Karim Wade, les zones d'ombre qui ont entouré cette libération-là, est-ce que cela aussi ne peut pas un peu donner raison aux Sénégalais? C'est la responsabilité de ses propos. J'ai expliqué voilà, ce que je pensais de la libération de Karim Wade. Il a purgé la moitié de sa peine dans les conditions de nos prisons. Il reste devoir au Sénégal 138 milliards qu'il devra payer et qui devront être recouvrés. Une partie est recouvrée d'ailleurs. Et voilà, le plus important c'est ça. Je pense qu'il y a eu une pédagogie de l'action qui doit se poursuivre. Et le président de la République, Macky Sall, l'a dit clairement. Le parti soutient également cette démarche-là. C'est ce qu'on peut dire à cette étape-ci. Vous avez parlé de chiffres, 138 milliards qu'il reste devoir à l'État sénégalais, Karim Wade. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement de ce qui a été recouvré effectivement? Parce que les Sénégalais aussi se posent la question de savoir, oui, bon, peut-être que c'est de l'intoxication, peut-être que c'est de la manipulation. Certaines personnes disent que Karim a été emprisonné, on n'a rien trouvé, etc. Est-ce que vous, en tant qu'ancien ministre de la Justice, en tant qu'ancien Premier ministre, vous pouvez mettre sur la table ceci, dire que voilà, ça a été recouvré des mains de... Mais je vous suggère d'aller voir le jugement. Le jugement est très clair. En termes de condamnation, je vous renvoie à la dernière conférence de presse du ministre de la Justice, parce que c'est lui qui gère actuellement. Il a détaillé ce qui a été recouvré en termes de biens, dont une société très florissante de handling, AHS, qui avait plusieurs filiales dans plusieurs pays, des espèces sonnantes et trébuchantes à Monaco dont on demande le rapatriement, etc. Ça a été très clairement énuméré par le garde des Sceaux. Voilà, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus d'ailleurs, certainement. Mais également, bon, la vie du pays ne se résume pas aussi à l'affaire Karim Wade. Hein. Voilà, le gouvernement gouverne et il y a des avancées importantes dans d'autres secteurs, dans le domaine de la politique sociale, dans les infrastructures, la mise en œuvre du PUDC, qui est une véritable révolution. Et je ne suis pas sûr que vous ayez suffisamment publié là-dessus. Comment ça se passe sur le terrain, effectivement, parce qu'à peu près 300 milliards directement injectés dans les infrastructures rurales, c'est quand même très, très, très important. C'est ce qui explique aussi ce score de 63% au référendum. Je crois que c'est aussi un signe d'encouragement et d'approbation de la politique du président. Mais tout ça doit se consolider, doit se poursuivre. C'est clair, tout n'est pas parfait, nous ne sommes que des humains. Mais ce qu'il faut apprécier et que les Sénégalais apprécient, c'est quand même cette avancée du pays. Et c'est cela qu'il faut accompagner. Parlons de l'APR. On voit que le président de la République, président de l'APR, qui s'active. On ne connaît pas de numéro 2, on ne connaît pas de numéro 3, les structures, ça ne tourne pas trop. Qu'est-ce qui explique? Est-ce qu'on ne peut pas... Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que voilà, l'APR est en léthargie quand même. Mais bon, ce n'est pas trop loin de ça, au-delà du président de la République. C'est le parti qui anime le plus la scène politique.
actuelle. À part les réactions, oui, tel a attaqué. Ah non, 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 justement, il faut voir ce qui se passe sur le terrain, il y a de l'animation qui se fait, mais la politique, encore une fois, ça ne peut pas se faire du lundi au dimanche. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faudrait peut-être moins de politique et plus de travail. Oui, ça, Hein? clair, oui. Donc les militants de l'APR aussi, c'est des fonctionnaires, c'est des travailleurs, c'est des paysans. Il faut qu'ils aillent au travail et que, bon, ensuite ils fassent de la politique. Bon, la structuration, c'est notre style, c'est le style. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais le grand avantage que cela a, c'est qu'on gagne et on gagne à chaque fois qu'on va aux élections. Ça, on ne peut pas ne le reconnaître. Ah oui, mais ça, on y arrivera. Fini, gérons d'abord le pendant Macky Sall, qui est encore long, d'ailleurs, puisque la perspective c'est de 7 ans. Prions pour voilà, être là à ce moment-là et on en rediscutera. Mais pour l'instant, je pense que l'APR, c'est quand même le parti le plus représentatif. Hein. Vous prenez sur les 557 maires, nous contrôlons 497. C'est pas la locomotive Macky Sall qui... Vous savez, les locales, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que c'est des élections de proximité. C'est votre voisin, c'est votre parent, et c'est là où toutes les inimitiés, voilà, les querelles ancestrales se manifestent. Au contraire, c'est là où on affirme les leaderships individuels. C'est clair. Voilà, c'est un parti quand même très implanté. Nous avons aussi nos difficultés que nous reconnaissons. Bon, c'est vrai qu'on doit faire des efforts en matière de discipline, mais c'est notre style. Mais le monde est actuellement ainsi fait. Vous regardez la jeunesse, bon, elle s'exprime, c'est ça. Voilà, il faut l'accepter, mais c'est vrai, c'est clair qu'il nous faut un peu plus de discipline, mais voilà, on s'améliore. Si vous aviez des directives à donner pour un meilleur fonctionnement de l'APR, ce serait quoi? Ce serait un peu plus de discipline et un peu plus de solidarité. Et je pense que bon, ça c'est par l'expérience. N'oubliez pas également que c'est un parti très jeune. Ça a été créé en 2009. Voilà, aux élections 2012, le parti arrive au pouvoir avec des militants très jeunes et qui gagnent contre des partis qui sont là depuis 50 ans. Ça c'est quand même une grande performance qu'il faut reconnaître. Maintenant, il faut travailler sur les difficultés, former davantage nos militants, nos responsables. Voilà, mais pour l'instant, c'est quand même un parti qui gagne. Hein. Madame le ministre, après avoir payé vos dettes de sommeil, vous avez été nommé envoyé spécial par le président de la République. Une fonction que beaucoup de Sénégalais ne comprenaient pas trop. Là, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce qui a été votre fonction à ce jour? C'est le bilan, c'est le président de la République d'ailleurs qui devrait le faire mieux que moi parce que c'est une fonction de conseil et de représentant. Et je donne les conseils, je ne vais pas vous dire les conseils que je lui donne sur les dossiers particuliers. Donc c'est beaucoup une fonction de conseil, voilà, de représentation quand c'est le cas, de facilitation, voilà, c'est cela essentiellement. Et le tout, c'est justement d'accompagner tout ce qui se fait, tout ce qu'il fait, et d'expliquer, justement, comme je suis en train de le faire avec vous, sa politique, voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de votre fiche de poste en tant qu'envoyé spécial? Une fiche de poste, voilà, c'est, bon, je ne dirais pas comme dans les entreprises, une fiche de poste de l'envoyé spécial du président de la République. Parce que de tous, on a du mal quand même à situer. Oui, envoyé spécial du président de la République, d'accord. Oui, mais c'est ce que je vous explique. C'est des dossiers sur lesquels je donne un avis, ou un avis que moi-même je donne directement, sans pour autant être sollicité. C'est également expliquer ses positions, parce qu'il ne peut pas toujours le faire. C'est également le représenter. C'est également faire de la facilitation, que je suis envoyé spécial sur les affaires internes et externes. Voilà, et c'est beaucoup de rencontres avec plusieurs groupes, des acteurs socio-professionnels, etc. C'est beaucoup de travail, croyez-moi. Nous sommes à la fin du mois de Ramadan. Un message aux Sénégalais? C'est un message de paix. Rendons grâce à Dieu, nous tous, d'avoir eu ce Ramadan de paix. Ce n'est plus un acquis dans le monde où nous vivons. Je suivais à la télé un attentat encore à la Mecque, la veille de l'Eid al-Kabir. Donc chaque fois qu'on a voilà, cette bénédiction, on remercie Allah et on prie pour que cette paix perdure. Voilà, on souhaite à tout le monde
d'être là l'année prochaine, au même moment. Et c'est aussi un message voilà, de paix, essentiellement, parce que c'est le bien le plus précieux dont nous disposons. Quand on vit la paix, on n'apprécie pas à sa juste valeur. Mais quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se rend compte qu'il nous faut justement prendre soin de cette paix-là, paix intérieure, paix des cœurs également. Voilà, que l'on revienne un peu à la tradition de nos grands-parents. Voilà, comme on dit en Wolof, Yene Wante Djam. C'est difficile à traduire en français. Mais en tout cas, qu'on soit bienveillants les uns envers les autres, je dirais. Voilà, qu'on cultive la gentillesse. Ça, c'est le grand message. Qu'on en fasse aussi un credo. Parce qu'on constate que bon, les gens souvent ont des rancœurs sans cause, des haines sans cause. Et quand j'étais jeune, je ne constatais pas cela, mais j'ai constaté, c'est peut-être aussi avec voilà, la société qui s'est modernisée, voilà, qui a charrié un peu peut-être cet individualisme-là. Mais ça, c'est le grand message. Cultivons la bienveillance les uns envers les autres et la gentillesse. Voilà. Ça paraît être un message assez idéaliste, mais j'y crois. On y croit, on y arrivera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie.